Bienvenue au podcast La retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre de la finance. Aujourd'hui, je rencontre Danny Rodriguez, directeur principal de MCAP. Nous allons parler de banque virtuelle, les risques de faire affaire avec une banque virtuelle et l'état du marché hypothécaire au Québec et au Canada. On se rejoint à la retenue. Bonjour tout le monde, content d'être là pour notre premier épisode de la retenue des hypothéqués. Et aussi aujourd'hui avec moi, un incroyable invité, Danny Rodriguez. Danny, how are you? Comment ça va? Ça va super bien, merci Ryan. Merci Excellent. De m'accueillir à ton premier épisode. Écoute, ça me fait plaisir. C'est la première fois, on est un peu fébrile. Ouais. On est un peu, peut-être même un peu stressé parce qu'on va jaser, on va parler ici pour un bout de temps. Puis moi, je suis un naturel, je ne suis pas stressé. Ah, ok, c'est bien. Ouais, bon, c'est ben, on peut se tenir la main d'abord. Ouais, c'est ça. Correct. Excellent. Donc, écoute, Danny, pour commencer, tu me posais la question avant qu'on commence, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On parle de quoi? Puis j'imagine tout le monde se pose la même question. Mais on est ici pour parler des choses qui touchent le domaine hypothécaire, mais vraiment raw. Vraiment raw. Donc, oui. Parler des gens qui influencent le domaine ici au Québec. Je pense que pour beaucoup de personnes, ils trouvent que l'hypothèque, en général, la dette, c'est plate. Puis on va essayer de rendre ça un peu plus intéressant, qu'ils puissent apprendre un peu sur la dette, qu'ils puissent apprendre un peu sur les gens qui influencent les hypothèques au Québec. Puis je pense que toi, tu fais partie des influenceurs. Est-ce que ça pourrait être vrai? Oui, mon Dieu. Ça m'a fait un petit velours. Merci beaucoup. Oui, non, c'est sûr que la dette, c'est pas quelque chose de très intéressant, normalement. Quelque chose que les clients ou les personnes au Québec veulent se débarrasser rapidement. Nous, on fait ça comme profession. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de rendre ça le plus accessible, j'imagine, possible. Ouais. C'est le but du podcast. Puis quand tu dis raw, c'est très raw parce que, juste préparer tout le monde, je n'ai pas eu de questions avant. Aucunement. Donc, aucune idée de moi, quoi on j'ai parle même pas préparé de questions. Donc, on va y aller avec comment le vent va nous souffler. Là. Ça va bien aller. Donc, pour commencer, ça s'appelle la retenue des hypothéqués. Puis, Danny, as-tu déjà été en retenue? Parce qu'on se connaît un peu. À l'école? À l'école, oui. Dans ta vie. Parce que, parle-moi de toi. Parle-moi un peu des retenues, ton expérience de vie. Avec les retenues, oui. Avec les retenues, mais puis peut-être des retenues à l'école, mais peut-être des retenues au bureau, non. Au bureau, familial. Pas de Have you ever been in the doghouse? Everybody's been in the doghouse. Mais non, des retenues au bureau, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est un peu bizarre. Ah non? Non. Nos ressources humaines, tu sais, on n'a pas le droit de le faire. Non, c'est des blagues, mais non, mais à l'école, absolument. J'étais abonné aux retenues. Ah ouais? Même Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu faisais, Danny? Qu'est-ce que je faisais? On peut pas mettre une photo, mais peut-être on va trouver ça, une photo, puis mettre ça. Des photos, ouais. Une petite photo quand tu avais 13 ans, 14 ans, ça serait intéressant. Ouais. Ça serait intéressant. On va mettre les recherchistes là-dessus. J'avais une petite moustache que j'arrivais pas à faire pousser. Ah oui, les années. comme Robin, Occupation 2. Non, juste quelques petits poils. Pauvre gars, ouais. Mais ouais, non, c'était quelque chose, 13 ans. J'allais à l'école privée au secondaire, donc je vais avoir en fait, je vais me ressembler un peu. C'est drôle parce que d'habitude, des retenues, t'es en t-shirt. Ouais. Là, c'est une retenue plus haut de gamme. Là. Ouais, c'est ça. Qu'on va changer ça. Parce que mes cols, nous, on appelait ça les cols du samedi. Okay. Fallait rentrer le samedi des fois, puis rester en classe, puis mais qu'est-ce que tu as fait pour rentrer un samedi? Qu'est-ce que ça fait très The Breakfast Club, tu sais. Ouais. C'était... T'étais quoi, toi, dans le Breakfast Club? Tu sais, t'étais quel? T'étais le rocker, le sportif? Je
J'étais un genre de croisé des deux, je pense. Tu avais ta chaîne, tu sais, les années 80. Ma chaîne, ouais, avec mon portefeuille en arrière. Non, écoute, c'était quelque chose. Le secondaire, je pense que tout le monde a passé là. Hein. Oui, mais non, on veut savoir plus. Qu'est-ce qui était quelque chose? Moi, j'étais, comment dire, I was a bit of a problem child, même à la maison. Mais on a ça en commun, je pense. Oui, en fait. Ça a bien été, finalement, on a survécu. On a survécu. Mais beaucoup de passés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé un samedi soir, mettons, ou un samedi soir? Mais ça, c'est plus perso, mais je veux dire, un lundi matin pour que tu te rendes samedi d'après, qu'est-ce que tu faisais? Mon Dieu, je me souviens pas, mais c'était pas... Honnêtement, c'était juste pas écouter. Puis je pense que tu achètes d'éviter la question. Non, du tout. C'était dans le fond, pas écouter, puis faire complètement l'opposé de ce que le monde me disait. J'étais un peu, pas rebelle, mais je rebelle à ma manière. Puis t'as gardé ça dans ton parcours professionnel? J'ai gardé ça, je pense, toute ma vie. Mais le parcours est très, très différent, je pense, de beaucoup de banquiers. Là. Ça, je sais pas si on va en parler tantôt. On va en parler certainement. OK, parce que c'est pas très standard. T'es en retenue, là. Il faut parler des choses. On va se passer des notes. Oui, exact. Se lancer des crayons, ça va bien aller. J'ai pas de crayon. Mais oui, non, absolument. T'as une bouteille d'eau, là. Mais garde le cap, parce que c'est... Oui. Non, mais écoute, c'était ça. L'école, c'était quelque chose. Mais moi c'était encore pire parce que si j'avais une retenue le samedi, moi, j'avais l'école portugaise le samedi. Puis il fallait le choix là de 9h à 1h. Puis si il fallait le choix à l'école standard, là, mais mon école régulière, un samedi, là, mes parents n'étaient pas contents. C'était encore pire. Ça allait moins bien. Oui. OK. Donc, avant de rentrer un peu plus dans ton parcours, parle-moi un peu de où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Donc, ton titre aujourd'hui, tu travailles pour une banque qui s'appelle MCAP. Parle-moi de MCAP, parle-moi de ton titre, ton rôle, pour que les gens puissent au moins te connaître. Parce qu'en ce moment, ils se disent, OK, c'est beau, ce beau bonhomme portugais qui est là, mais who is this guy and why is he here? Donc, c'est quoi ton titre? Qu'est-ce que tu fais day-to-day opérationnellement, puis personnellement au niveau du travail, au niveau des hypothèques au Québec? Oui, donc moi, ça fait 15 ans que je travaille pour la même entreprise. C'est MCAP. MCAP ne veut rien dire. C'est une question que ça, c'est la joke dans l'industrie. Tout le monde, la première question. Tout le monde me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est pas un acronyme, c'est vraiment c'est ce que c'est. Ils ont lancé 4 lettres, puis c'est ça c'est les premières qu'ils ont à donner. Donc, je travaille pour MCAP depuis 15 ans. Depuis l'ouverture de nos bureaux au Québec, on fait affaire avec les courtiers hypothécaires depuis ces 15 ans-là. Donc, moi, je suis là depuis les tout débuts. Actuellement, je suis directeur principal pour le Québec. Donc, je m'occupe du volet souscription et aussi du volet des ventes. Souscription, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on approuve les prêts, c'est ça? C'est ça, exact. Donc, j'ai une trentaine de personnes au bureau qui font actuellement tout ce qui est vérification, documentation, approbation, toute la partie risque, en fait, du prêt. Puis, je suis aussi responsable des personnes sur la route, ce qu'on appelle nos BDM, là, nos directeurs de compte, qui sont sur la route. Les vendeurs. Les gens qui parlent des produits puis essaient de convaincre des courtiers hypothécaires comme moi de vous envoyer de la business. Vendeur, j'aime pas le terme vendeur perso. Je suis pas un fan de vendeur parce qu'on vend pas nécessairement, je vends pas des crayons. Convainqueur professionnel? Formateur, c'est bien. Distributeur de produits. Parce qu'on sell a dream. We don't sell a product. It's a beautiful dream. C'est plus que, comme je te dis, moi je vois pas ça comme vendre quelque chose, c'est vraiment un service, c'est quelque chose que quelqu'un, justement, on en parlait, le monde a peur de la dette, mais c'est quelque chose que dans le fond, on est pris avec un client, puis plutôt le client est pris avec nous pendant 25-30 ans, on veut s'assurer de vendre les bonnes choses. On va parler d'être pris avec MCAP. Oh boy, excellent. Là, je te stresse un peu. Donc, non, du tout. Fait que c'est ça, 15 ans avec MCAP, donc c'est beaucoup de temps, je pense, dans l'industrie pour un seul prêteur. C'est un gars loyal? Je suis un gars loyal, mais c'est une compagnie, je te dirais, incroyable. Là, 15 ans, surtout au Québec, on a grossi énormément. Puis encore, je ne sais pas si on parle de ça ou pas, mais on peut en parler. Il n'y a pas de sujet, on s'en va nulle part. Ça. On pourrait arriver sur la plage quelque part. On en parlera parce qu'on a été une couple de plages ensemble. On reviendra là-dessus durant le temps. Donc, moi, quand j'ai commencé, on était 4 personnes au bureau au niveau de la souscription. On est actuellement 30, comme je disais. Donc, c'est sûr que ça a grossi énormément au niveau du volume. On a quadruplé là, dans les dernières années. Donc, on a eu des gros investissements de Terra Capital en 2012, donc qui sont nos actionnaires principaux chez MCAP. Ça, c'est Terra Caisse de dépôt. C'est la division commerciale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Parfait. Oui. Donc, eux sont actionnaires majoritaires. Donc, vous êtes local.
Ouais, plus ou moins. Moi, j'aime ça dire qu'on est local. On pourrait dire au Québec que MCAP, c'est une banque locale. Tu sais, Desjardins parle souvent d'être local. Tu sais, ça semble fonctionner. Donc, oui, on est très local. Ouais. En même temps, moi, je le dis ici au Québec ouvertement. Je ne suis pas sûr que mes collègues dans le reste du Canada parlent ouvertement de la Caisse de dépôt et placement. Je sais pas. Pourquoi? C'est sûr que c'est quoi. On ne rentre pas dans le débat politique de langue. Non, exact. Mais je te dirais que dans l'Ouest, c'est moins vendeur. Mettons. Ah, OK. Okay. Mais écoute, c'est une association dont on est super fiers et super contents. Puis une association, je pense, qui est quand même durable et déjà de longue durée, puis risque de durer de beaucoup d'années à venir. Mais je te dirais que depuis 2012, c'est là où on a pris beaucoup d'envergure, surtout au Québec, puis encore beaucoup de plans pour là, vous êtes rendu à combien là, de déboursements? Mettons, MCAP, c'est quel genre de grosseur au Canada? On parle de... Au Canada? Oui, au Canada, parce que c'est une banque coast to coast. Oui, on est national. Ouais, on est national. Donc, on parle de 2 milliards, 3 milliards, on parle de 2 millions, comme Jean-Guy Babineau, coin de la rue, prêteur? Ou, Non, on est le plus gros prêteur hypothécaire indépendant au Canada. Donc, au niveau de la souscription, l'an passé, c'est environ 20 milliards. 20 milliards. Bon, beaucoup de zéros. Et sous gestion? Sous gestion, on arrive à dépasser 140 milliards actifs sous gestion, donc de loin la plus grosse entreprise. Ça s'est fait avec des acquisitions d'entreprises récentes, notamment Ashley Park Financial, là, qui est Paradigm Quest et tous les groupes de compagnies. Parce que c'est rare que les gens, souvent le public ne savent pas ça, les gens ne savent pas que c'est 140 milliards sous gestion, c'est gros. Là. Souvent, les banques pensent que les banques virtuelles, c'est des... D'après ce que j'entends, puis encore, je n'ai pas les stats exactes, mais semble-t-il qu'on aurait des actifs sous gestion similaires à ce que CIBC a sous gestion. Donc, c'est énorme. On n'est pas une petite entreprise. C'est sûr qu'on n'est pas très connu. On travaille avec les courtiers hypothécaires directement et non pas les clients. Donc, notre clientèle, c'est toi et les courtiers et non pas les clients. Donc, on n'a pas... vous n'allez pas voir des annonces sur l'autoroute 15 de MCAP avec des fauteuils comme certains prêteurs. Dont la raison, exactement, que c'est moins connu. Puis les courtiers, même au Québec, le courtage est moins connu. Une des raisons qu'on va parler un peu de ce marché-là, c'est que les Québécois ne connaissent pas vraiment le courtage. Moi, à chaque jour, chaque jour presque, j'ai un client qui nous appelle ou quelqu'un qui nous appelle dire c'est quoi un courtier hypothécaire? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Je comprends pas. Moi, je suis allé à la banque à chaque fois, pourquoi je fais affaire avec un courtier hypothécaire? Puis on lui dit, on lui explique. Et puis finalement, pourquoi j'ai jamais su que ça existait? C'est quand même bizarre, là, MCAP, 140 milliards au Canada. Puis il y a encore des gens via courtage hypothécaire uniquement. Strictement, oui. Nous, on est un prêteur strictement ce qu'on appelle... Puis les gens ne savent pas c'est quoi un courtage. Dans le jargon ici, c'est virtuel. C'est pas virtuel. En anglais, il y a un terme propre, qui est monoline, qu'on fait que des hypothèques, on spécialise. Un prêteur hypothécaire, dans le fond, c'est ce qu'on fait. Puis on ça, c'est un rebrand. Là. Ça, c'est parce que les banques virtuelles, ça vient avec une connotation négative. Exact. Donc, tu as comme swappé ça pour Monolender, it sounds better. Donc, c'est ce que c'est. On spécialise dans une branche de l'industrie. On n'a pas de dépôt, on n'est pas une banque à charte. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la structure, c'est très différent. Mais nous, c'est ça, on ne fait affaire qu'avec les courtiers hypothécaires. Tu manges juste des hamburgers. Il n'y a pas de frites. Juste des hamburgers. Pas de coke. Des hamburgers, c'est bon. Excellent. Non, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, des clients qui ne nous connaissent pas. Et je suis d'accord avec toi, beaucoup de clients, surtout québécois, qui ne connaissent pas le courtage hypothécaire et les bénéfices du courtage hypothécaire. Puis je trouve ça le fun que tu prends l'initiative de faire un podcast comme ça pour en jaser parce que c'est important. Tu sais, tout le monde, je pense que la plupart des personnes au Québec pensent l'achat d'une maison, automatiquement, courtier immobilier. Mais quand ils pensent à l'hypothèque, ils ne pensent pas au courtier hypothécaire, ils pensent à leur banque. Ça va à la banque, puis ça, c'est correct. C'est juste que des fois, tu vas avoir l'opinion du banquier, puis qui peut être très bon, mais tu n'es pas complètement informé de ce qui se passe sur le marché. C'est que tu es informé sur le produit que le banquier va vous vendre. C'est sûr que si un client viendrait me voir, je vais lui vendre du MCAP. C'est ce que j'ai comme produit. Exactement. Donc, s'il y avait une division de vente de MCAP direct, que vous avez à l'interne un peu, vous parlez juste de MCAP. Absolument. Mais toi, tu as l'option de pouvoir parler d'un éventail de produits. Puis c'est ça la force du courtage, je pense. Puis, dans le fond, mettre le bon client à la bonne place. You can't put a square peg into a round hole. C'est ça un peu le problème. Moi, je veux parler de ton parcours, parce que tu as un parcours quand même assez différent. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est des gens real. Moi, I think you're a real guy. Donc, parle-moi un peu de ton parcours qui est vraiment atypique. On s'entend, tu as eu un parcours pour t'amener... on s'entend que tu occupes le poste le plus élevé au Québec de MCAP.
Ouais. Donc, il n'y a personne en haut de toi au Québec d'AMCAP. Mais tu t'es rendu là un peu atypiquement. Est-ce que tu es formellement éduqué en finance? As-tu un MBA? Non. OK. Donc, parle-moi un peu de ton parcours. Comment tu t'es rendu là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des wins là-dedans. Il y a eu des moments émotionnels. Si on veut toucher un peu sur ton mentor, on peut l'appeler ton mentor, Emilio. Ouais. Puis tu sais, qui est plus avec nous aujourd'hui. Tu sais, c'est quand même été tout un voyage pour toi de où est-ce que tu as commencé à aujourd'hui. Ouais. Je pense que les gens aimeraient... Les gens aiment mettre des faces et des êtres humains derrière ces compagnies-là. Donc, absolument. Tell me about you. Yeah. How did you get where you are today? On a combien de temps? Ben, écoute, on a tout le temps qu'on a besoin. On peut rester ici. Les gens veulent connaître Danny Rodriguez. Ça va être un star de l'Internet après aujourd'hui. Ça va être incroyable. Ça va être super le fun. Bon. Mon nouveau brand. Non, écoute, oui, définitivement atypique au niveau de la façon dont je me suis rendu aujourd'hui sur ce siège. Comment commencer? Mon Dieu. Après l'école, tu es né au Portugal? Non, je suis né à Montréal. Trop loin. Je suis un gars de Montréal. Je suis portugais d'origine. Mes deux parents sont portugais, oui. Mais né à Montréal. Mais tes premiers jobs, Danny, quand tu avais 18 ans, 17 ans, tu faisais quoi? Tu travaillais pour une banque? C'est sûr que tu travaillais pour une banque comme caissier? Oui, moi j'ai commencé à 14 ans à travailler dans des clubs. Dans les clubs? Oui. OK. J'étais au coach-check avec, dans le temps, une ancienne copine à mon frère. Qui lui aussi travaillait dans les bars avant d'être avocat. Lui, c'est le bon fils pour mes parents. Mais bon, oui, j'ai commencé dans les clubs à 14 ans. Je travaillais dans les bars, les restos pendant des années et des années. Donne-moi une couple de noms là, pour que les gens qui ont notre âge connaissent ça. Là. Ouais, on parle de Extreme, Globe, on parle de quoi? Là? Non, ben en fait, j'ai commencé... Ça, c'est Jet Club, c'était quoi? Là? Le Cha-Cha Club, ouais, sur Saint-Laurent. Parle-moi du Cha-Cha, dans l'ancien musée Juste pour rire, c'était super, tout un club. J'ai travaillé là au coach-check, puis c'est le fun à 14 ans quand tu fais comme 200$ en pourboire. Puis tu sais, tu vas acheter des cartes de hockey puis de la gomme le lendemain. Là, c'était un peu ma vie. C'est ça que t'achetais? Ben c'est sûr. J'avais toutes les collections Upper Deck puis OPG quand j'étais OPG, jeune. mais c'est ça, le rookie card de quoi? De Cam Neely? Oui, puis un jour, je vais être millionnaire avec mes cartes. Non. Ouais, tu les as encore? Ben, oui, dans ton sous-sol? Absolument. Excellent. Ouais, dans un placard. Donc, beau bar, dans un restaurant comme Boss Boy, c'est ça? Bon, en fait, j'avais commencé, c'est ça, au coach-check. J'ai fait, mon Dieu, j'ai travaillé au Buonanotte dans le temps. Buonanotte, un classique. Ouais, au Jet. Fermé maintenant, je crois. Buonanotte, ouais, en fait, pas mal. Tout le monde en prison. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai aucune. Je suis pas au courant. Aucun commentaire. J'ai lu que j'ai lu aucun. C'est ça. Non, je me souviens. On va se mettre. Ouais, Past the gate and then I don't Past the gate, c'est ça. Je me souviens pas du reste. Après ça, Jello Bar, Tokyo, dont j'ai travaillé très longtemps au Tokyo Bar. Tokyo Bar. Ouais. Le rouge. Non, j'ai pas travaillé au rouge, mais non. C'était les mêmes proprios, mais non, j'ai pas. C'est ça, j'ai travaillé là très longtemps dans les bars, 7 jours, semaine, 10 heures à 4 heures du matin. Là, c'est un coach-check, puis là, t'as grandi. Qu'est-ce qui est arrivé après? J'ai fait serveur, j'ai fait barman, j'ai fait portier. Mon ancienne vie, ouais, ça, j'ai fait ça longtemps au Tokyo Bar. Donc, t'es un homme, tu sais comment ça... You can handle yourself, you know what I mean? Ben, honnêtement, il faut que je fasse attention aujourd'hui, t'es capable de me mettre à terre. Ouais, tes questions sont mieux d'être pertinentes, sinon on va s'en jaser après. Non, c'est sûr que moi, je pense que c'est une super bonne école. C'est bizarre comme parcours, là, mais portier, tu transiges avec du monde qui sont d'habitude pas nécessairement à leur 100%, puis des personnes difficiles, des caractères difficiles, puis des situations pas toujours le fun. Tu vois l'humanité. Tu vois Human beings at their rawness. Ouais, absolument. Puis tu apprends à gérer toutes ces personnalités-là. Puis dans le courtage, comme tu sais, il y a beaucoup de personnalités. J'ai aucune idée de quoi tu parles en ce moment. Donc, c'est sûr que ça m'a vraiment formé pour le reste de ma vie. Mais honnêtement, j'étais tanné de travailler le soir. Ouais. J'avais comme pas de vie parce que tout le monde, tu sais, moi, je vivais de nuit, puis le monde vivait de jour. Je dormais jusqu'à 11h midi. C'était le fun, mais en même temps, puis tu sais, je dirais easy come, easy go au niveau de l'argent. Ça rentrait, puis ça sortait très rapidement. Puis c'était beaucoup de cash dans le temps. Désolé. Non, mais c'est correct. Là, il y a des impôts sur ces pourboires. Dans le temps, ça n'existait pas. Pas nécessairement. Mais ça existait en fait, mais tu étais supposé de le déclarer, mais c'est correct. C'était très cash business, mettons. Voilà. Puis c'est ça. Donc, j'étais tanné. Mon frère, dans le temps, travaillait de temps partiel à une compagnie de placement. OK. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, regarde, ça me trouve de deux quoi? frères avec vraiment deux différents parcours. Ton frère, parcours très classique. Il a travaillé comme avocat à Dubaï. Des gros postes. Il a travaillé pour les plus grosses entreprises.
au monde par rapport ouais. aux firmes d'avocats. Ouais, lui, il est very successful. Ouais, Like I said, lui, c'est le bon frère. Lui, mes parents sont très fiers de lui. Moi aussi. Non, c'est des blagues, mais ouais, parcours très différent. Par contre, lui a commencé aussi. Lui, c'était les bars, mais c'est sûr que quand tu vas en droit, t'essayes t'essaies de dormir 8 heures par jour, par soir. Tu peux avoir un dossier criminel un jour si jamais ça tourne mal. Tu n'as pas de dossier criminel, aucun, juste pour full disclosure, we're good. OK, parfait. Pas au Canada. Parfait. Non, pas du tout. Parce que ça s'est jamais rendu là, mais tu sais, on sait jamais. Mais tu vois, quand tu es dans ce milieu-là, tu vois que les seules avenues éventuellement possibles pour toi, c'est soit éventuellement être proprio d'un bar ou c'est pas mal ça. Là, dans ce game-là. Oui, puis j'enlève rien à ces métiers-là. C'est super. J'ai eu le temps de ma vie là, de travailler dans ces coins-là. Puis j'ai rencontré du monde super durant le parcours. Donne-moi avant que tu continues, parce que là, on va parler de ton saut de débat. Mais donne-moi la meilleure histoire. Oh boy. La meilleure histoire, là, que tu as vécu une bonne, là, dans un bar. Les gens veulent savoir ça, c'est sûr. Dans un bar, comme portier, t'as-tu arraché l'oreille de quelqu'un à un moment donné? Ou jamais. T'as-tu lancé quelqu'un en bas de 3 flights de stairs? Ça, on le faisait. On était au premier étage, Tokyo, sur Saint-Laurent. Donc, oui, souvent, il y avait des marches qui étaient impliquées. Mais non, écoute, dans le temps, il n'y avait pas de social media. Donc, tu pouvais lancer les gens dans les escaliers, il n'y avait pas de problème. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'était moins... Ça s'en allait vers ça. C'est qu'il y avait... Tu sais, c'était un autre monde, c'est sûr. Mon Dieu, une histoire. Je me souviens d'une situation, on avait souvent les pompiers qui venaient parce que tu avais une capacité maximum. Okay. Puis, des fois, on dépassait les capacités, puis il fallait malheureusement fermer soit des terrasses, soit des parties du club pour faire sortir le monde. Et encore, ces personnes-là qui sont pas toujours à leur 100% et qui sont pas toujours collaborateurs ne voulaient pas partir. Donc, il y a eu des situations où il fallait enlever une main en arrière de la tête, une main dans la ceinture. Puis, nous, dans le temps, c'était mon Dieu, c'était des walkie-talkies qu'on avait sur nos mains. OK. Puis, je vous laisse deviner. Mais écoutez, il fallait faire ce qu'il fallait faire. Mais honnêtement, c'était rare, là, des situations comme ça. Avec le respect. C'était un club très chic dans le temps. Là, je sais que c'est encore ouvert. Je n'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Je ne sors plus d'un club depuis Non, on a assez de party dans le courtage. C'est ça. Notamment hier soir, on a fait un petit événement. Bienvenue. Merci beaucoup. C'était très bien. Ouais, on a pris notre expresso avant le... Oui, absolument. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'étais prêt à faire un move. Mon frère travaillait dans une entreprise qui plaçait, une agence de placement qui plaçait du monde un peu partout. Puis, il y avait un poste à la Banque de Montréal qui était disponible. Puis moi, je voulais me sortir du monde de nuit. Ouais. Donc, j'ai pris un poste dans le temps de service à la clientèle. Là. J'ai commencé là. Au téléphone ou dans une succursale? Non, au bureau chef, centre-ville, à prendre des appels. Je connaissais rien là-dedans. On m'a formé. J'ai travaillé 2 ans encore dans les bars. Jeudi, vendredi, samedi. Fait que 3-4 jours semaine encore. Fait que je travaillais de nuit. Dans le temps, c'était un centre d'appel. Fait qu'il y avait des chiffres. Les deux. Fait que des fois, j'allais direct au bar. Je travaillais des 12 heures. C'était beaucoup. C'était le grind. We call it the grind. Yes. Mais c'était un grind self-imposé. Mais t'as monté vite. T'as quand même monté vite. Donc, tes skills, d'aller dans un bar t'ont aidé. T'as lancé une couple de tes collègues dans les escaliers. Puis, c'est ça. Il y avait beaucoup de promotions. Les gens voulaient pas te... Fallait compter en lançant. 1, 2, 3. Fallait diviser par... Non, ça m'a aidé. Écoute, je pense pas que ça m'a aidé au niveau du service à la clientèle puis comment gérer les appels dans le temps. Puis honnêtement, Banque de Montréal, chapeau, c'était une école super. Depuis, on a embauché beaucoup de personnes qui viennent de la Banque de Montréal. Je dirais qu'au niveau des formations de base... Oui, exact. Puis je pense que c'est une excellente école. Très content d'avoir passé par là. Donc, c'était vraiment... tu avais la chance de monter à l'intérieur de l'entreprise. Moi, après le service à la clientèle, je trouvais les prêts, je trouvais ça le fun. Je voulais apprendre plus. Donc, j'étais au département des prêts, faire des hypothèques, faire des prêts personnels, des marges de crédit, des choses comme ça. Puis le MCAP est apparu. Et là, oui, en fait, on avait une de nos directrices là-bas, son mari, qui est maintenant décédé, Emilio Tamaro, et avait lancé dans le temps Scotia Express. Scotia venait d'ouvrir. On venait d'ouvrir, je ne suis pas trop sûr. Là, mais c'était pas Maple... Oui, il y avait there was a merger. C'était le merge à ce moment-là de Maple Trust, je pense, à Scotia Mortgage Authority. Emilio s'occupait de tout. Puis lui, dans le fond, il venait à nos parties de Noël, il passait des crayons Scotia à tout le monde, puis il recrutait des amis à moi. Puis je voulais potentiellement aller travailler du côté des hypothèques. Puis c'était une opportunité que j'aurais pu avoir. Mais il m'a appelé en janvier, mon Dieu, il y a 15 ans, là, janvier 2006, pour me dire attends quelques mois, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Puis c'est ça, j'ai été le rencontrer en avril, un petit bureau
sur la rue Metcalfe. Je partais, moi, du bureau chef de la Banque de Montréal, qui est comme 14 étages, super fancy, super beau, plein d'employés. Puis je rentre là, puis j'avais de la misère à ouvrir la porte sans frapper quelqu'un. Il n'y avait pas de plafond. Ben, pas qu'il n'y avait pas de plafond, je veux dire, les murs étaient comme des demi-murs. Il a fallu qu'ils mettent la musique pour que le monde ne nous entende pas. Puis on a commencé à jaser hypothèque, puis tu sais, du poste, puis qu'est-ce qu'on allait faire. Parce que ça, c'était le bureau chef d'AMCAP à ce moment-là. À Montréal, oui. C'était un petit bureau sur AMCAP. Là, pour les gens qui écoutent, qui parlent de banques virtuelles, ça fait peur un peu. Hein? Thank God, les banques virtuelles ou les monolenders, comme tu as dit, sont parce que là, on parle d'un bureau d'un bureau chef que la porte n'ouvrait pas. Puis, on commençait au Québec. En Ontario, on est établi depuis 1981, mais ça commençait au Québec. Fait que oui, on était très petits. Puis moi, je faisais le saut de Banque de Montréal, c'est quand même bien traité, pas gros job, mais je faisais quelque chose de respectable. Ouais. Puis je m'en allais travailler à la petite place. Pour AMCAP, qui veut rien dire. Qui voulait rien dire aussi. Donc, ma première journée, il m'a donné une boîte qui contenait un écran puis un ordinateur. Puis il m'a dit bonne chance. Puis il a fallu que je le branche. Puis tu travaillais là? Il fallait que tu trouves un coin dans le bureau pour commencer? J'avais une table. T'avais une table? un peu comme celle-là. Ouais, c'est ça. Okay, avec bon. Une boîte, avec un petit bureau, ouais. That's it. Puis il m'a donné ça. Puis il m'a donné une feuille. Dans le temps, AMCAP était détenu par Clarica. OK. Donc, 40% des actions de cette portion de l'entreprise étaient détenues par Clarica, qui est par la suite devenu Sun Life, et la Banque de Montréal, qui était en fait actionnaire dans le temps, il y a quand même longtemps. C'est ça, je me retrouvais un peu, mais c'est ça, il fallait copier des applications de conseillers Clarica dans le temps, et les mettre dans un système, appeler les clients, passer à travers le crédit, faire, dans le fond, la transaction d'A à Z avec le client. Parce que le conseiller, lui, ne connaissait pas nécessairement le monde ça. bancaire, la technologie a beaucoup changé. Là, ça fait une petite parenthèse là-dessus. Moi, quand j'ai rentré dans le domaine, je faxais mes demandes hypothécaires. Avec plusieurs banques, j'amenais mes demandes de clients en papier. Je conduisais à la succursale. Je donnais... Puis là, on ne parle pas d'il y a 40 ans. Là, on parle de... Tu sais, on n'est pas si vieux que ça. Moi, j'ai 40 ans. Toi, tu as 36, 37? Ouais, moi, j'ai 22. OK. Non, 42 ans. Après 35, tu baisses. C'est ça. You backtrack. Okay. 42 ans. 40. Mais tu sais, puis depuis ce temps-là, c'est incroyable. Puis la pandémie aussi là, a accéléré ça. On est rendu que là, on se voit aujourd'hui, mais ça fait combien de mois à part hier soir qu'on ne s'avait pas vu? Là. C'est des Zooms, c'est des affaires. Puis tout est fait virtuellement. Les uploads sont faits virtuellement. Les téléchargements des documents dans des portails sécurisés maintenant pour les clients. En fait, il y a juste 10 ans, c'était même pas ça. On faxait. Oui, mais 10 ans. La pandémie, je pense, a fait en sorte que tout le monde est devenu virtuel. Je pense que c'est une bonne chose. Des closings virtuels, des clients qui n'ont pas à se déplacer. En un jour, là, nous, c'était le 16 mars 2017. 16 ou 17 mars 2020. Ben, oui. Ma fille est née le 18 janvier 2020, donc c'est la raison pour... C'est ça. Puis dans le fond, c'est que du jour au lendemain, tout le monde travaille de la maison, bonne chance. Fait que c'est sûr qu'au niveau technologie, on était chanceux d'être assez sophistiqué pour pouvoir le faire. Parce que c'est pas toutes les banques qui étaient prêtes pour ça. Non, c'est ça. Un avantage pour les banques monolenders ou les virtuelles qui étaient beaucoup plus avancées en termes de technologie que potentiellement certaines autres banques. Exact. Nous, on avait déjà la chance, si on veut, absolument, nous, on avait déjà la chance de travailler de la maison certains jours. On avait déjà fait une migration vers des portables, des laptops, pour pouvoir justement travailler de la maison. Donc, ça s'est quand même fait bien au niveau de la transition. Mais oui, je me souviens calculer un ABD, ATD, ce qui sont des termes jargon bancaire pour la qualification des dossiers. Les ratios d'endettement. Nous, on faisait ça à mitaine. C'était des offsets locatifs sur un papier. Fait que c'est drôle aujourd'hui de voir des sur un genre de papier que tu remplissais puis tu faxais avec ta demande. Là. Moi, je faisais ça pour que les souscripteurs avaient le calcul. Mais aujourd'hui, pas sûr qu'il y ait un souscripteur qui serait capable de faire ça. Tout est c'est sûr qu'il y a des avancements. Tout est fait à l'ordinateur. Tout est fait à l'ordinateur. C'est incroyable, exactement. Moi, je suis encore capable de le faire à la main. Oui. Puis on vient, ça, c'est intéressant parce qu'on vient d'une génération qui a vu les deux. Hein. Donc tu sais, moi, un téléphone avec la roue qui tourne, là, je sais comment l'utiliser. Mes grands-pères avaient ça. Je pense que quand j'étais jeune, on avait ça. On a vu le analogue jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a aujourd'hui que c'est rien de ça. Non, c'est ça. C'est une autre génération. Puis, c'est sûr, c'est d'autres défis qui doivent vivre, mais je veux dire, je pense qu'on a je dirais pas un avantage, mais on est chanceux d'avoir vécu ce temps-là. On connaît la fondation derrière. Parce que moi, what's behind the curtain. C'est ça. Parce que moi, quand j'ai commencé mes débuts à AMCAP en tant que souscripteur, c'est la première job que j'avais pris. Ça, c'était celui quand tu étais au bureau là, avec ton laptop dans le coin. C'est ça. Bon, on a vite
déménager à un autre bureau plus gros. Là, c'était très bien. Mais dans ce temps-là, c'était un fax. Les papiers sortaient. On mettait les papiers sur nos bureaux. On regardait des lettres d'emploi. On regardait des offres d'achat. Moi, je trouve ça plus facile même aujourd'hui parce que, tu sais, virtuel, je suis capable. Tu sais, au niveau technologie, je suis quand même très bien. Mais je trouve que c'est juste, tu sais, de pouvoir écrire ou de pouvoir rayer, de pouvoir mettre un par-dessus l'autre ou tout devant toi, puis avoir... C'est juste pour les moi... Les êtres humains, on est des gens qui touchent. On aime ça toucher, on aime ça avoir des choses physiques, puis là, on est très à l'écran. Donc, ça déconnecte un peu du travail, effectivement. Donc, aujourd'hui, nous, on voulait faire ça live, on voulait se voir, on aurait pu faire ça Zoom, mais c'est pas la même expérience, c'est pas la même conversation. Non. Les gens se retrouvent après la pandémie, on pourra peut-être en parler, mais je veux te ramener là, pour compléter ta trajectoire. Donc là, tu étais dans le bureau là, qui ouvrait pas avec la musique parce que les gens t'entendaient, très sécuritaire pour l'information des gens, j'imagine. Oui. Il y a un peu de sarcasme, mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Donc là, vous étiez deux. En fait, on était 3-4. On était 2 souscripteurs, oui, dans le temps. Puis là, aujourd'hui, vous êtes au Québec, vous êtes quoi? 50, 60, 80 employés? Vous êtes combien? On est 32. Souscription. Au niveau de la souscription seulement, il y a 3 personnes au niveau des ventes. Là, je parle de tout. Là, ça, c'est toute l'équipe de souscription. On est à peu près 32. Il y a une petite division commerciale qui opère au Québec et j'ai 3 personnes sur la route au niveau des BDM. Donc, juste moins que 40. Oui. Et vous avez commencé 4. On a commencé 4, oui. Donc, 10 fois plus, 10 fois plus gros énorme. au Québec aujourd'hui. C'est le fun que durant la pandémie, en fait, on a fait beaucoup d'embauches. On est maintenant... on a un bureau au centre-ville, un bureau qui est fermé depuis 2 ans, mais que j'y vais encore une fois semaine voir si... les lumières fonctionnent et nos serveurs fonctionnent et prendre le courrier. Parce qu'il y a presque personne au bureau. Personne, 0. Nous, on est fermé, tout le monde travaille virtuellement de la maison. Cela dit, on a trop d'embauches. On n'a actuellement pas de place, même si on voudrait revenir au bureau pour pouvoir faciliter un travail du bureau. Penses-tu que ça va rester, ça? Moi, j'ai l'impression comme employeur, tu es en charge you're in charge of all these people. Est-ce que tu aimerais qu'ils restent comme ça? Est-ce qu'ils sont plus productifs? Est-ce que tu aimerais les ramener? Est-ce que ça va être un mix des deux? C'est quoi les plans de MK par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent savoir, mais le marché s'en va où? On s'en va où avec ça? Est-ce que les employeurs vont ramener les gens? Est-ce qu'ils vont être flexibles? C'est quoi ta position là-dessus? Pas celui de MK nécessairement, mais comment que toi tu vois tout ça? Est-ce que tu aimes mieux les gens qui soient en place pour la culture de l'entreprise, pour la culture de la banque? How do you see this? What's the answer? MK n'est pas encore positionné à voir qu'est-ce qu'on va faire. Moi, perso, je vois ça, je pense, comme un hybride de travailler de la maison et, je te dirais, plus socialisation et meeting en personne au bureau. Je pense que ça va être plus pour se retrouver, puis du travail d'équipe, bâtir des relations à l'interne. La culture, c'est sûr. C'est quand tu peux voir ton équipe, j'ai plein d'employés qu'on a embauchés que je connais même pas, j'ai jamais rencontré physiquement. Tu les as pas vus encore? Jamais. Non, c'est jamais. Certains, on a eu un petit barbecue, petite rencontre dans un parc il y a quelques semaines où on a pu finalement rencontrer des gens. Mais encore, une chose, la pandémie a fait en sorte, c'est que on peut maintenant se permettre d'embaucher du monde qui ne sont pas nécessairement à Montréal. Parce qu'avant, il fallait qu'ils travaillent du bureau. Donc, c'est sûr que quelqu'un à Québec, quelqu'un à Gatineau ne pourrait pas nécessairement venir au centre-ville de Montréal à tous les jours. Maintenant, tu peux embaucher partout au Canada. Partout au Canada. Donc, pas de limite. On vient d'embaucher des gens en Ontario qui sont parfaitement bilingues. Oui, toujours au Canada. Donc, les îles Maurice ou... les îles Maurice, non, pour l'instant. J'aime ça qu'on a répondu pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de souscription qui est faite en Inde ou en Chine. Mais ça, c'est une question que, tu sais, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, puis ils me parlent de « c'est tellement merveilleux d'être en virtuel. This is amazing. C'est parfait, mon employeur. » Mais attention, il y a un catch-22 là-dessus, non? Parce que, tu sais, si toi, tu es à la maison, ben... C'est quoi la différence que tu sois à Montréal, ou que tu sois à Toronto, que tu sois à Nova Scotia, ou que tu sois à Texas, ou au Mexique ou en France? Mais ça, c'est plus au niveau de la... Je te dirais plus au niveau de la confidentialité, au niveau informatique. Est-ce que nos firewalls puis tout vont fonctionner à l'externe? Je connais pas ça. Je rentre pas là-dedans. J'ai aucune idée. Mais nous, actuellement, c'est il faut travailler du Canada. Si tu es au Québec, normalement, tu serais supposé être au Québec. Ça a une implication fiscale. Si tu travailles dans une certaine province, il faut qu'on prenne les taxes puis les impôts au bon... Pour MCAP, effectivement. Exact. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on sache où tu es localisé. C'est sûr mais que... ça pourrait changer les choses. Absolument. Quelqu'un qui est à Montréal, on s'entend que quelqu'un qui vit dans un petit village à Nova Scotia, on s'entend que son coût de vie est moins élevé. Ça pourrait représenter des épargnes. Donc, c'est pas toujours incroyable, le virtuel.
au niveau culture, au niveau du risque. Là, on commence à s'en sortir tranquillement. Moi, des fois, je me pose la question, comment que le marché du travail, la banque, les hypothèques, notre domaine, comment que les gens vont transiger, comment ça va avoir de l'air dans 5 ans? Parce qu'on parlait tantôt qu'on faxait il y a 10 ans, puis aujourd'hui, on rencontre même plus des gens. Donc, qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans 5 ans, 10 ans? Tout va avancer comme n'importe quel milieu. Je veux dire, la technologie prend charge de tout. Puis ça va continuer, je pense, à évoluer. Ce que moi, je trouve bizarre aujourd'hui, la prochaine génération va trouver ça super normal, puis ils vont nous regarder en disant on était des paysans, là, on était comme, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, on travaille tout croche, on se rendait la vie plus difficile. Encore, la pandémie nous a forcés à changer. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a vraiment des avantages à ça. Tu sais, je te parle d'employés qui sont à l'extérieur, qui pourraient pas nécessairement travailler pour MCAP avant la pandémie, aussi des gens qui travaillent, tu sais, je sais pas, tu habites à 1h30 de Montréal, j'ai des personnes qui travaillent proche de la frontière des États-Unis, qui, tu sais, venir au bureau, c'était une possibilité, mais est-ce que tu veux vraiment faire 1h30 d'autobus puis de métro pour te rendre au bureau, puis 1h30 le soir pour te rendre à la maison? Ton temps vaut quoi? Donc, ces personnes-là, maintenant, je pense, sont plus productives parce que tu es à la maison, tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu travailles. Je te dirais, ce qui est plus compliqué... Supposément, oui. Ce qui est difficile, je te dirais, en tant qu'entreprise, puis pour ces personnes-là, c'est de s'assurer que au niveau de la santé mentale, ça va bien. Puis qu'ils sont bien dans leur peau. Puis, c'est difficile de déconnecter. Je suis sûr que, puis travailler de la maison, on est aujourd'hui en habit, là, puis on fait un podcast. Ça fait 1 an que j'ai pas mis de pantalon. C'est un peu ça. Serré un peu. Tu ris, mais c'est vrai pareil. Je ris pas. Mais t'as des employés qui sont pris à tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu travailles, puis tu te retrouves, il est 5 heures d'après-midi, tu es toujours en pyjama, puis tu as mangé des céréales toute la journée. Il faut savoir quand arrêter. Puis savoir que c'est pas parce que je suis à la maison que je peux pas mettre un horaire de travail standard et l'appliquer. Prends ta pause, prends ton lunch. Fais de l'exercice, va prendre une marche, quelque chose que tu aurais fait au centre-ville que tu fais pas nécessairement maintenant. Trouve-toi un flow qui fonctionne. Parce que, tu sais, il parle de work-life balance ou l'équilibre. Là, mais l'équilibre, ce concept-là, je le crois pas vraiment. Là, mais non, mais équilibre, comment que... La game d'équilibre, là, c'est confusing. Là, comment tu peux être exactement équilibré? Là? C'est un genre de travail que tu vas essayer de faire continuellement, que tu vas jamais exactement l'avoir. Mais mettons tu l'aurais l'équilibre, là, comme pour 2 secondes. Parfaitement. Bouge pas. C'est tout il y a any second. Mais je pense que l'équilibre, c'est perso aussi. Ce qui est mais normal même pour une personne, comment que tu es supposé d'être exactement équilibré, c'est presque impossible. Oui, absolument. Donc tu sais, les gens, ils se forcent à trouver ce genre d'affaires d'équilibre, ce concept-là d'équilibre. Je pense que c'est juste une question, est-ce que tu es content? Est-ce que tu te sens bien? Is the flow working? Is it work? Tu te sens bien? Ben, perfect. Mais c'est ça. Mais avec les employés qui sont maintenant à la maison, comment tu fais ça? Comment en tant qu'employeur? Puis je sais que tu dis la même chose avec tes courtiers. Excellente question. Tu es en charge de 40 personnes. What are you doing? Exactement. Tu sais, des Zooms, c'est le fun. Puis je pense qu'on a tous eu le Zoom hangover, là, éventuellement. Au début, tu sais, c'était des 5 à 7 Zooms. Ou des hangovers normales. Là, moins, là, je te dirais, avec la pandémie. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens super aujourd'hui. Good. Okay. At least that's one of us. There you go. mais c'est un peu ça. Tu sais, faut juste trouver, je pense, une façon de communiquer avec nos employés et rendre l'employé confortable de communiquer avec son directeur, son manager. Tu sais, les conversations sont différentes. Là. C'est pas juste « Hey, t'as fait une erreur, c'est ton dossier ». Tu sais, t'es rendu un peu psychologue. Garder l'humanité, des contacts. Tu sais, si quelqu'un t'appelle pas ou si t'as pas de nouvelles de sa part, faut quand même prendre le téléphone puis les appeler puis voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, puis pas... Mais c'est une balance difficile parce que tu veux pas non plus... Tu sais, tu veux pas être le gars qui est super micro, là, qui va comme tout gérer puis t'investir dans la vie de tes employés, mais en même temps, tu veux être là puis leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer puis pouvoir te dire puis être confortable de partager avec toi. C'est compliqué. Comment t'amènes ça à des clients? Parce que là, on parle d'employés, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont les clients, qui essaient d'obtenir une hypothèque, il y en a beaucoup qui voient ça de façon très transactionnelle. Il y en a beaucoup qui voient ça comme, écoute, non, c'est la plus grosse dette de ma vie. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de, pas seulement juste de le faire une fois, mais qu'est-ce que je fais après? Si le marché change, si ma vie change, est-ce que mon prêt, qu'est-ce que j'ai... Tu sais, c'est drôle, les prêts hypothécaires, je trouve que les gens sont comme... Ils prennent leur choix comme si qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui va être vrai le
mois prochain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est pas vrai, la vie change. Juste la pandémie, juste les 2 dernières années, regardez comment la vie des gens ont changé. Donc, au niveau de la clientèle dans notre marché, comment que on puisse expliquer aux clients que c'est pas nécessairement quelque chose de juste transactionnel, c'est quelque chose de relationnel et que cette relation-là entre la banque et le client, entre son banquier, entre son courtier, doit être quelque chose qui flow, qui évolue avec le temps, que ça doit être une gestion. Moi, j'aime ça, appeler ça de la gestion active, quelque chose qui arrive pas vraiment. Même le courtage, hein, c'est rare qu'on voit ça. On est très, OK, on fait ton prêt, puis bye. Mais le mois prochain ou dans 4 mois, mais tout a changé. Le marché a changé. Tu n'es plus dans le bon produit. Ou tu devrais fixer, ou tu devrais convertir, ou tu devrais faire ça. Non, tu ne devrais pas acheter cet immeuble-là maintenant. Mais est-ce que tu trouves que le marché de l'hypothèque, de la dette, puisqu'on parle de ça, il y a un manquement là-dedans. Il y a vraiment... Tout le monde voit ça très transactionnellement, puis on parle de l'humanité depuis tantôt, de trouver cette solution au niveau de nos employés. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les clients? Parce qu'on a le même problème que les clients. On est plus ensemble. Et puis les clients souvent pensent que c'est quelque chose de transactionnel, mais ça ne l'est pas. Puis à la fin de la journée, ils perdent des milliers de dollars, prennent des mauvaises décisions. Puis ça coûte, ça l'affecte leur planification financière, leur futur, leur retraite d'une façon mesurable. So what's your message? Like, c'est quoi ton message aux clients, aux personnes qui ont des hypothèques aujourd'hui, que ce soit avec MCAP ou n'importe qui? Comment ils devraient approcher ça? Comme toi, tu es le directeur de 140, tu fais partie de combien? 140 milliards sous gestion. Donc, je suis sûr que les gens voudraient avoir une opinion de cette personne-là. What should you be doing? What should I be doing with my mortgage? Should I be just, sitting here and being transactional? What do I do? Danny, tell us. Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai toutes les réponses pour toi, Ryan. Je vais révolutionner l'hypothèque au Québec. Non, écoute, c'est, je te dirais 100% l'importance de l'éducation. L'importance, je pense, du courtier hypothécaire de vraiment prendre le temps de passer à travers les besoins du client. La transition qu'on a fait envers l'AMF, je pense que c'est une très bonne chose. Au Québec. Au Québec, oui. Je pense que c'est une très bonne chose. L'encadrement qu'ils vont mettre alentour de la profession, parce que c'est vrai que c'est transactionnel. Puis un des problèmes là-dedans, je pense, c'est pas juste le manque d'éducation de la part des clients vis-à-vis la dette, vis-à-vis l'hypothèque en tant que telle, mais aussi vis-à-vis qu'est-ce que c'est un courtier? Qu'est-ce que le courtier amène au marché? Donc, c'est sûr que si le courtier, lui, il se dit, moi, tout ce que j'ai, c'est je sais pas, un taux, mettons. Il veut pas nécessairement trop s'embarquer ou trop éduquer le client ou trop lui donner d'informations en pensant que le client va s'en aller. Donc, je pense que la première chose pour nous, c'est d'éduquer le client à voir qu'est-ce qu'un courtier hypothécaire fait. Qu'est-ce qu'il est supposé faire. Donc, ça, c'est en assumant que le courtier hypothécaire font ce travail-là. Parce exactement. Que ça nous amène à on mélange ça avec un autre problème, que les courtiers hypothécaires eux-mêmes contribuent au problème que tu es en train de mentionner. C'est exactement ce que je dis. C'est que le courtier se sent des fois pas nécessairement... il veut y aller rapidement. Le moins de temps je passe avec le client, le moins de temps, c'est ça, le moins de temps, lui, va vouloir annuler ma transaction. Quelque chose que la pandémie a amené avec la technologie. Absolument. Je peux faire 2 fois plus de volume. Oui, tu peux faire 2 fois plus de volume, donc tu deviens 2 fois plus transactionnel. Oui, mais c'est un problème parce que, encore, c'est un domaine très complexe. Les clients ne comprennent pas. Les clients voient un taux, puis vont voir des promotions en ligne, vont voir... remise en argent. Oui, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les clients sont pas nécessairement éduqués sur la profession, puis sur comment une hypothèque fonctionne, mais sont aussi hyper éduqués, mais mal éduqués. Parce qu'ils sont bombardés d'informations sur Internet, puis par téléphone, ça, c'est l'affaire dans les Google. médias. Ma femme, je vis ça avec ma fille tout le temps. Elle a quelque chose, elle s'en va sur Google, puis ça a l'air que c'est un médecin spécialiste maintenant. Absolument. Donc là, elle connaît tout. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, tout le monde est un expert parce qu'ils ont lu 2 articles sur Google. Puis là, alors moi, je le sais mieux que toi. Ben, c'est sûr. Puis, non, mais c'est intéressant comme concept. Là. Moi, je pense que c'est là, tu parles de gestion, puis d'éduquer les clients, puis de donner de la planification long terme pour tes clients. Je pense que c'est là où vous venez vous démarquer. Parce que c'est quoi le service que vous offrez en tant que courtier? Je pense que la première... Moi, écoute, c'est dur pour moi de pouvoir éduquer ces clients-là si moi, en tant qu'institution financière monoline, comme on dit tantôt, sur nous. Moi, je me fie sur toi. Si nous, on fait le mauvais job ou qu'on n'est pas... Est-ce que... Ça, c'est une autre question. Rapidement, est-ce que...
tu trouves honnêtement? Là, on est live, là, c'est relax. Là, on va commencer on a donné du réchauffement, on peut commencer avec quelques questions un peu plus pointues. Est-ce que tu trouves que le marché hypothécaire, le courtage hypothécaire fait une bonne job aujourd'hui? Est-ce que la majorité des courtiers, là, c'est le temps, là, travaillent d'une manière qui éduque vraiment le client, que ces courtiers-là comprennent le mécanisme hypothécaire et toutes les conditions et la gestion, pourquoi choisir un taux, pourquoi pas, tout. Est-ce qu'ils comprennent vraiment? Est-ce que l'éducation qui devrait être faite dans le marché, oui, il y a de l'encadrement avec l'AMF, mais pas d'éducation. On est encadré, mais ils ne donnent pas d'éducation aux courtiers. Donc what's the answer? Je veux dire, il y a UFC qu'il faut quand même prendre. Là, oui, c'est la formation quel continue. formulaire remplir, puis où le faxer, puis t'es mieux d'avoir 2 pièces d'identité dans tes dossiers. Clairement, ça va aider un client, ça. L'AMF m'a encadré. Là, maintenant que j'ai 2 pièces d'identité, puis j'ai mes formulaires tout en ligne, le client, il a un meilleur produit hypothécaire. C'est un excellent travail. Je te dirais, est-ce que les courtiers ont l'éducation nécessaire pour pouvoir donner cette information-là aux clients? Absolument. Je pense que la plupart des courtiers sont éduqués, connaissent leur métier, savent c'est quoi une hypothèque, savent c'est quoi les différences de chaque J'espère qu'ils savent c'est quoi une hypothèque. Et connaissent leur partenaire prêteur. Je pense que oui. Est-ce que tous les courtiers rentrent en détail et posent les bonnes questions au niveau des besoins de ces clients-là? Je suis pas sûr que oui, honnêtement. 50-50? Ouais, je sais même pas si c'est 50-50, parce que veut pas, encore, je pense que c'est un manque d'éducation des Québécois face à l'industrie et face au travail du courtier hypothécaire. Donc encore, on en a parlé, ils essayent d'aller vite à travers. Tu sais, on se rend de point A à point B, il y a plein de documentation, plein de demandes qu'on fait en tant que prêteur. Tu sais, il faut comprendre, faut se mettre dans nos souliers, puis tu sais, pleurez pas pour nous, là, ça va bien au niveau des institutions financières, la plupart, mais il faut se mettre dans nos souliers. Si on parlait de 140 milliards actifs sous gestion, tu sais, ici au Québec, on fait à peu près 1 milliard en hypothèque. Si je prête 1 milliard de dollars, je veux au moins qu'il y ait quelques petites... Tu sais, si tu vas prêter de l'argent à ton chum, tu vas lui poser des questions. Clairement. Si tu sais qu'il a perdu sa job la semaine passée puis qu'il est en instance de divorce, puis je sais pas, moi, il a perdu son permis parce qu'il conduisait sous la semaine passée. Ben non, mais c'est un bon gars. Est-ce que tu vas lui prêter ton propre argent? Ben c'est un bon gars, là. Il veut pas donner ses documents, tu sais. Non, mais là, on rentre il y a les irritants que, tu sais, mais ça, c'est l'être humain. Ils veulent toujours le plus possible en donnant le moins. Exact. Ils veulent aller au beau restaurant, mais payer le prix de McDonald's. Oui. Mais ça, c'est vrai pour moi que c'est vrai pour beaucoup de gens. Là. Moi, je veux payer le moins cher pour mon plombier, mais je veux qu'il fasse la meilleure job. Oui. Mais à un moment donné, il faut être capable de reconnaître que des fois, tu payes pour la qualité, qui nous amène à la très bonne question que la technologie, right, nous amène à du do-it-yourself. Il y a les Wealthsimple de ce monde en investissement. Tout le monde veut être un expert partout. Et puis, il y a les Nesto de ce monde qui a un produit formidable, le site web. Le Nesto, c'est une boîte de courtage, pour ceux qui ne savent pas, qui font tout virtuellement. C'est très bien fait. Ils ont investi beaucoup d'argent. La machine roule. Et puis, oui, effectivement, les clients peuvent tout faire eux-mêmes, presque, et obtenir un excellent taux hypothécaire, même plus bas que la part du temps, parce qu'il n'y a pas de... Il y a moins de coûts. Mais est-ce que les clients obtiennent tous les conseils? En fait, la question, c'est que est-ce que le conseil est plus important que le prix? Ou est-ce que c'est une balance? Comment qu'un client peut se positionner là-dedans? Parce que moi, si un client dit, moi, j'arrive, moi, je suis un client, puis j'arrive, je dis, écoute, moi, je veux avoir le meilleur taux, mais en même temps, je veux que mon client m'explique le marché obligataire, pas mon client, mais mon courtier, mon banquier explique le marché obligataire, explique la politique monétaire de la Banque du Canada, comprenne ma situation, fait une analyse de besoins financiers, m'explique tous les documents, analyse les documents, soumette les documents pour moi, font tout ça, mais en même temps, je veux avoir le plus bas taux possible parce que, c'est ça que je veux. Puis on voit qu'il y a un débat dans le marché en ce moment là-dessus, qu'il y a un espace pour les clients pour le faire tout eux-mêmes, puis il y a un espace où est-ce que les clients ont besoin de conseils. Comment tu penses comment ça va se développer, ce marché-là? Moi, je pense honnêtement que tu as des besoins différents pour différents clients. Puis, c'est un peu comme le magasinage. Là. Tu peux aller chez Walmart acheter des vêtements, ou tu peux aller chez Prada acheter des vêtements. Reste que c'est un manteau, c'est un manteau à la fin de la journée. Mais dépendamment de tes besoins puis de ton vouloir, tu as des clients qui veulent juste rien savoir. Puis je le sais, vous le vivez à tous les jours. Tu as beau vouloir l'éduquer, puis ils veulent pas savoir. Ouais. Ils veulent juste payer, prends ce montant-là, je veux rien savoir d'autre, puis that's it. Est-ce que ces clients-là vont être bien servis par... peu importe le courtier qu'ils vont avoir, oui, absolument. T'en as d'autres qui ont besoin de conseils, t'en as d'autres qui auraient voulu des conseils puis qui n'ont pas nécessairement été proposés des conseils. Ça ne veut pas nécessairement dire que le modèle que le courtier adopte va faire en sorte que
le client va être mal éduqué. Je pense que ça, c'est une question de personnes et de courtiers. Parce que tu as des courtiers qui sont full service, qui travaillent avec des agents immobiliers qui éduquent pas plus leurs clients. Effectivement. Tu as des courtiers qui vont peser... Qui nous amène à la question, pourquoi qu'un client, potentiellement, qui a ce service-là, qui peut-être paye plus cher pour ce courtier-là au niveau de son taux d'intérêt, c'est pas beaucoup plus cher, mais ça coûte un dixième de point. Est-ce que le client devrait payer pour ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces courtiers-là qui n'amènent pas une valeur ajoutée? Comment que ce courtier-là ou ce banquier-là peut dire qu'il fait un bon travail quand il ne fait rien de plus que l'algorithme que les clients pourraient avoir directement en ligne? Ce marché, toutes ces questions-là en ce moment sont vraiment, vraiment live. Là. On le vit actuellement avec la pandémie. Il y a un positionnement là-dessus. Moi, je vais te donner mon opinion. Mais en fait, il y a deux volets à mon opinion. Okay. Le premier volet, c'est il y a l'aspect, il y a des clients qui veulent X, il y a des clients qui veulent Y, puis c'est correct. Donc, si tu veux manger du McDo, viens chez McDo. Va pas chez Kurt Chaval ou chez Européa, puis dis, écoute, je veux un Big Mac. Donc, des fois, tu vas dire au client, écoute, je comprends qu'est-ce que tu veux, c'est pas ici. Va là-bas, va chez Nesto, va chez les autres compagnies. Il y a Super 8, c'était quoi là, qu'on a vu l'autre jour? 812. Il y en a plein. Là. Va directement, va à Scotia eMortgage. Le site est incroyable. Ils vont tout faire pour toi. Tu parleras à personne parce que peut-être tu es comme moi des fois, le sauvage, un jeudi soir, tu ne veux pas parler à personne. Il y a quelque chose pour toi là. Mais reconnais que si tu veux avoir tous les conseils, les analyses, la gestion active, tu ne l'auras pas. Ça, c'est correct. Souvent, les clients vont dire « Ah oui, moi, je veux ça » ou « Je le veux pas, je vais y aller directement. » Parfait. Mais pour les clients qui ne savent pas qu'ils ne savent pas, puis c'est là où est-ce que moi, je me pose des questions. Des fois, comment que je suis supposé de savoir, moi, comme client, que peut-être je devrais avoir des conseils, mais je ne sais pas. Moi, je suis convaincu que j'en ai pas besoin. Puis finalement, j'ai perdu 25 000 parce que j'ai vendu après 3 ans, puis j'ai choisi une mauvaise clause de pénalité et la mauvaise banque, mais j'avais un bon taux. Et j'aurais eu besoin d'éducation. Donc, comment trouver la solution pour que les gens sachent plus sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les gens ne savent pas. Non. Puis même si j'aimerais ça qu'il y ait 7 millions de Québécois qui nous écoutent, mais ça risque de pas arriver. Peut-être les boys vont faire un bon travail, on ne sait jamais. Mais le point, c'est que how do you reach out to these people? How do you at least explain and make them understand that this exists? Je reviens sur l'éducation. C'est pas juste l'éducation du courtier. Le courtier lui-même ne peut pas nécessairement faire bouger les choses. Je pense que l'AMF, maintenant, en ayant la transition puis en comprenant un peu le métier, va pouvoir, j'espère, mettre plus d'emphase sur l'éducation au courtier. Des fois, c'est aussi banal que des pubs. La documentation des sites web, PHC, qui est notre organisation nationale, Mortgage Professionals Canada, qui, eux, doivent faire de l'éducation. On fait de l'éducation... En français. En français, ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Hein? Donc, moi, je suis anglophone, je suis bilingue, mais l'éducation pour les Québécois au niveau de l'hypothèque, là, c'est brutal. C'est brutal. Puis je pense que c'est une des raisons que le taux de pénétration pour les courtiers au Québec est moindre que dans le reste du Canada. Parce qu'il y a une plus grosse éducation, je te dirais, dans le Canada anglais. Il y a aussi une historique. Et les Québécois payent pour ça. Absolument. Ça leur coûte de l'argent. Absolument. C'est inacceptable. Oui, parce Qu'est-ce que tu fais, Danny, pour régler ça? Qu'est-ce que moi je Help fais? Us. On est un prêteur virtuel, donc on est là pour le courtier. Puis je pense que il y a beaucoup de courtiers dans l'industrie, puis je pense qu'il y a des courtiers qui vont nous regarder aussi, qui, je pense, manquent un peu le bateau sur le fait que, tu sais, des prêteurs virtuels, comme ils nous appellent ici, des MCAP, des First National, des Merix, des CMLS, c'est des prêteurs qui n'encouragent que le courtage. Donc l'avantage, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus dans les autres provinces. Une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup plus de volume qui est envoyé à ces prêteurs-là. Donc, c'est sûr que la France, changer tout votre système et documentation en français, c'est pas évident. Les lois au Québec sont complètement différentes. Donc, c'est pas tout le monde qui veut s'aventurer dans les eaux ici au Québec. Mais c'est sûr que l'avantage d'un courtier en Ontario, quand tu vas le voir, c'est pas parce qu'il va t'amener chez Desjardins. C'est qu'il va t'amener à des prêteurs que ton client, il a jamais entendu parler de sa vie, il connaît pas des options qu'il n'aurait pas nécessairement eu au coin de la rue. Tandis qu'ici au Québec, tu regardes, puis bon, c'est sûr que, puis encore, j'enlève rien aux banques, ils font une excellente job, puis la plupart des investisseurs chez nous aussi, donc j'enlève rien à eux, mais c'est sûr que, tu sais, vendre MCAP doit être plus difficile pour toi que de vendre Desjardins. Je dis ça comme ça, parce qu'un Desjardins, ils ont leur pub à chaque coin de rue, ils n'ont pas besoin, tout le monde connaissait la population. Donc c'est sûr que, puis je parle pas de Ryan mais personnel. C'est excellent qu'est-ce que tu dis, parce que effectivement, mais quand on parle de vendre, j'ai de la misère avec vendre, conseiller peut-être MCAP, parce que
Parce Ben, que tantôt, mon équipe de vente, c'était une équipe de vente. Ben, ton équipe de vente, vous essayez de mon côté, de notre côté, moi, je trouve que le côté qui pousse un produit ne devrait pas le faire. Tu devrais offrir une gamme de produits comme un buffet. Oui. Tu donnes le menu au client, puis si le client n'aime pas des huîtres, tu lui expliques, mais ça, c'est des huîtres. Si tu n'aimes pas des huîtres, avale pas des huîtres, voyons donc. Donc, va-t'en pas chez MCAP ou va-t'en pas chez Desjardins ou va-t'en pas chez BMO. C'est sûr. C'est une question de buffet. Mais attends, si je te présente un Big Mac, des saucisses ou un filet mignon, tu sais, peut-être que le courtier va influencer. Qu'est-ce que j'ai bu le soir avant. Non, mais peut-être que le courtier va influencer. Tu sais, écoute, je dis pas, il y a de la business pour tout le monde. Guidé. Ouais. Je pense juste que, encore, il y a des prêteurs qui sont là pour vous aider, des prêteurs qui ne font que travailler pour le bénéfice du courtage, qui essaient d'éduquer les clients à connaître le courtage hypothécaire et pourquoi utiliser le courtier. Parce qu'on parle beaucoup de courtiers, mais moi, le but, c'est qu'ils connaissent juste l'endettement. Le courtage, c'est beau, je travaille là-dedans, mais si un client informé est un client avec beaucoup de pouvoir. Absolument. Puis je pense que le client soit informé, c'est mieux. Donc, qu'il aille à sa banque directement ou qu'il aille voir un courtier ou qu'il fasse ça sur un portail en ligne, technologie. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, si c'est un client informé, on va tous être dans une meilleure position comme population, comme peuple, comme personne. Je suis du même avis. Je te dirais, même au niveau compétition, je te parle des First National, des Merix, des CMLS. Je pense qu'il devrait en avoir plus au Québec. Ouais. Plus de virtuels. Parce que, oui, c'est de la compétition pour moi, mais en même temps, c'est plus de visibilité pour le courtier hypothécaire. Ça aide à grossir ce marché puis ce segment de business. On parle d'un marché de quoi? 13 milliards? Ouais. 12-13 milliards. Donc ça nous amène une question le plus pointue. Okay. Question que tout le monde se pose tout le temps puis que tu es ici aujourd'hui pour répondre. La question, c'est, moi, je suis un client, puis j'arrive, puis j'entends, écoute, les banques virtuelles, là, les monolenders, c'est risqué. Ils ont entendu ça quelque part là, d'un banquier là, qui travaille pour une banque. C'est donc même plus risqué. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive si quelque chose arrive avec mon hypothèque? J'aurais personne, il n'y a pas de porte. Tu sais, quand j'étais avec Banque X, qui a des pignons sur rue, je peux aller cogner, parler à Ginette, elle est gentille Ginette, par me régler mon problème. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu dis à ça, Danny? Parce que là, c'est souvent l'irritant. C'est souvent l'irritant qui arrête tout le monde, qui dit, écoute, moi, je sais que ton taux est mieux, peut-être, et même tes conditions sont mieux. Pas tout le temps, mais des fois, peut-être ça serait mieux pour moi. Mais j'y vais pas parce que tu es une banque virtuelle, Danny, tu es dangerous. Dangerous. Ouais, tu lances des gens en bas des escaliers, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, là, ils m'enverront plus de dossier. Non, mais écoute, c'est encore éducation. Je pense qu'on va revenir à ça souvent. T'es mon vendeur. Ma force de vente, oui, j'ai des personnes internes, les 3 que j'ai mentionnés, qui font le tour puis vous éduquent, vous, sur les bénéfices d'MCAP, comment transiger avec nous, nos produits, nos politiques, mais vous êtes ma force de vente. Donc, c'est à vous de connaître vos prêteurs puis de bien les vendre. L'avantage pour toi, encore, et tous les autres courtiers, c'est qu'il n'y a aucun client qui peut rentrer chez MCAP direct. S'il n'y a pas une hypothèque chez moi, il ne connaît pas MCAP. Est-ce que MCAP est plus risqué, Danny? Non, MCAP est plus risqué. En fait, mais pourquoi? Je trouve drôle comme question parce que le risque, c'est mon risque. Moi, je prête 400 000 $ à un client qui, lui, s'achète une maison. Ma garantie, c'est sa propriété. S'il ne paye pas, j'ai à reprendre la maison, j'ai à la revendre, il y a des pertes. Toujours y a-t-il un risque pour un client qui fasse affaire avec MCAP? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Rien du tout. En fait, premièrement, le marché canadien est très stable. Ça, c'est la première chose. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas dans les années 2008 où il y a eu le bordel total dans l'industrie aux États-Unis. Ici, on l'a vécu un peu, mais pas du tout. On n'est pas géré par OSFI, donc on n'est pas sous OSFI, le Bureau du surintendant des institutions financières. Par contre, tous nos investisseurs le sont. Donc, c'est sûr que nous, il faut quand même, il y a des normes en place. Vous êtes régi. Vous êtes safe. On est régi, on est safe, c'est mon argent qui est prêté. On est chanceux, puis on en a parlé au début, d'avoir Otera, la Caisse de dépôt et placement derrière nous. Je veux dire, il n'y a pas plus stable, je pense, ici au Québec, puis connu ici au Québec. Donc, je pense que la réponse, c'est il n'y en a pas de risque. Non, il n'y en a pas du tout. En fait, le risque est toujours pour le prêteur. Exactement. Donc, c'est ça la réponse réelle. Toujours. Puis même quand je questionne des banquiers qui travaillent pour des banques traditionnelles, ils répondent la même chose. Donc ils c'est répondent souvent la même chose dans quelle optique? Il n'y a pas de risque en réalité de faire affaire avec une banque virtuelle au Canada. C'est juste que souvent, il y a peut-être des vendeurs ou des courtiers même qui veulent
mettons, pousser leur agenda au lieu de présenter le buffet. Ils veulent juste présenter des huîtres pour dire mange des huîtres, tu vas aimer les huîtres. Oui. Ils vont dire des affaires peut-être qui ne sont pas nécessairement complètement la réalité par rapport au hamburger sur le buffet ou par rapport au bacon dans le coin. Là. On revient à pour les vegans, je m'excuse, il y a beaucoup de viande dans mes exemples. Mais le courtier ne devrait pas être face à ce problème, devrait pas faire face à ces problèmes-là. C'est plus, on en a parlé au début, si quelqu'un est en succursale, peu importe la banque, il va vendre le produit qu'il a. C'est sûr que pour lui, les autres produits sont tous pas bons. Parce que lui, tout ce qu'il peut te vendre, c'est le produit qu'il a. Il n'est pas indépendant. Pas du tout. Donc, tu rentres chez Toyota, il va pas te vendre une Volkswagen, il va te vendre sa Toyota. C'est peut-être pas tes besoins, mais c'est ce qu'il y a à vendre. Donc, c'est un peu ça. Faut que le client comprenne un peu, mais il faut aussi que le courtier puisse au moins lui expliquer dans quoi il s'embarque. Nous, encore, le risque, il n'y en a pas. C'est moi qui prête cet argent-là. On va parler des fois de la structure est différente. On n'a pas des dépôts, comme je vous ai dit tantôt, on n'est pas une banque. J'ai pas de compte de banque, j'ai pas d'investissement, j'ai pas de placement. Il n'y a rien de ça chez nous. Donc, les banques ont ça comme structure différente. Ils peuvent prêter leur propre argent. Nous, on a des investisseurs institutionnels, mais il y a aussi la titrisation qui est faite en arrière-scène avec les dossiers. Ça fait peur à plusieurs personnes. Aussi aux banquiers parce qu'ils comprennent qu'ils font quand même. Qu'ils font quand même, exactement. Les banquiers le font. Là. Oui, toutes on dit balance sheet money, mais ils le font aussi. Toutes les banques le font. Le système banquier canadien est un peu incestueux, on va se le dire. Absolument. Là. Donc, on a la BMO un peu qui est investisseur avec vous. Vous ne pouvez pas vraiment le dire, moi je vais le dire. Non, c'est pas des investisseurs, c'est des acheteurs de produits, mais toutes les autres banques. Exactement. Donc, TD va faire affaire avec First National, puis après ça... je te dirais que la plupart des institutions financières achètent de tout le monde. Exactement. Ils ont trop d'argent. Ils partagent tous. Donc, finalement, quand tu fais affaire, c'est vraiment juste le logo et les conditions que le client devrait regarder parce que tout le reste, c'est n'importe quoi en réalité. Comme ils se bâchent, mais en même temps, tu sais, Scotia, j'ai rencontré quelqu'un de Scotia l'autre jour, puis il a dit il faut faire attention avec Tangerine, hein, c'est une banque virtuelle. Puis j'ai été content de lui rappeler que ils sont propriétaires. Scotia est propriétaire de Tangerine, donc qui semblait ne pas savoir. Et c'était une réponse, il est devenu un peu blanc là, durant la conversation. Danny, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'ai une autre question à te poser, puis après ça, on va aller dans un rapid fire pour terminer ça en feu. La dernière question, c'est si tu avais amélioré quelque chose au niveau de la banque, du système bancaire canadien, québécois, si tu avais une chose, ton wish list, ça serait quoi? Mon Dieu. Du système bancaire canadien? Du système bancaire pour les clients, si tu avais une chose, un wish list pour vraiment avoir un impact, pour apporter un impact pour le client. Pour le client, parce qu'on s'entend qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est le consommateur. C'est eux qui consomment. Donc, ça serait quoi ton wish list qui ferait une différence dans la vie des gens? Je pense que... mon Dieu, je ne sais même pas dire ça en français, mais financial literacy. Donc, de l'éducation financière, dans le fond, pas client, mais tu sais, au secondaire, tu apprends comment faire des boxeurs, puis tu apprends, je sais pas moi, l'histoire du Québec. Puis tout comment faire des biscuits. C'est ça, c'est super important, j'enlève rien. On joue au ballon chasseur, super le fun. Donc, plus de home ec au niveau du... Je pense que l'éducation financière doit se faire tôt et souvent pour que depuis un jeune âge, tu comprends comment ça fonctionne. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent et ne savent pas quoi faire avec. C'est pas juste au niveau de l'hypothèque. La dette, c'est sûr que, on parle d'hypothèque, c'est la plus grosse dette que quelqu'un va avoir dans leur vie. La plupart des familles canadiennes, c'est ce qu'ils vivent. Puis ils comprennent rien du tout à ça. Ils vont regarder la dette hypothécaire comme l'essence. Tu sais, elle est à 1,53 là-bas, je vais aller mettre de l'essence. Mais ils ne comprennent pas que j'ai fait 20 km pour aller la mettre à 1,53 au lieu d'1,62. Finalement, j'ai sauvé rien, j'ai gaspillé ça en gaz. Tu sais, le client ne comprend pas nécessairement ça. Puis c'est plate parce que c'est pas juste un taux. C'est pas juste c'est toutes les facettes du produit et de l'institution que vous allez choisir. Puis des fois, c'est qui à long terme fait la différence. 100%. Si tu te retrouves, tu payes un taux de, je sais pas moi, 1% aujourd'hui, mais tu te retrouves à payer une pénalité de 10 000 plus supplémentaire parce que tu as choisi prêteur X versus prêteur Y. Rien enlevé au prêteur X, mais si le courtier aurait déterminé les besoins du client initialement, puis si le client aurait connu ses propres besoins. Donc, ça revient à l'éducation. 100%. In an early age, donc de bonne heure, d'aller à l'école. Et si tu es pogné en retenue, de peut-être d'écouter un peu dans la retenue au niveau de peut-être lire sur l'éducation financière. Si jamais tu es pogné en retenue, c'est sûr que ça aurait fait une différence tes samedis quand tu manquais l'école. Des 3-4 heures. Oui, mais dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'Internet. Là, fait que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est parfait. Tu as ton iPad, tu lis tout ça, tu es éduqué, tu connais tout. Puis aller voir des courtiers professionnels comme, puis là, je lance des fleurs là, parce qu'il est là, mais
j'apprécie de la façon dont tu approches la business, j'apprécie la façon dont tu as structuré ton équipe, l'éducation que vous donnez aux clients, la planification, la gestion de leur actif. Je pense que c'est super important. C'est quelque chose que pas assez de gens font et prennent pas le temps de faire avec leurs clients. Encore, tu peux te rendre de point A à point B, mais c'est comment tu vas te rendre, puis qu'est-ce que tu vas faire sur ton parcours. Exactement. Donc, mais merci, mais je pense que l'important, que ce soit nous comme courtage, comme courtier, mais c'est d'avoir un conseiller qui va éduquer, qui va garder, qui va avoir le bien du client en tête. 100%. Puis c'est pas facile. Je veux pas éduquer. Moi, ça fait 15 ans que je suis MCAP. À tous les jours, j'apprends. Tous les jours. Mes propres politiques. Tu sais, j'imagine un courtier, ça doit être tellement compliqué. Tu as 6, 7, 20 comme un dentiste. prêteurs. Tu veux pas le dentiste là, qui connaît pas ses normes. Tu veux le dentiste qui est informé, qui connaît les normes à jour, parce que si tu arraches une dent avec les méthodes des années 80, ça se peut que tu auras mal. C'est avec des pinces. T'es-tu prêt, Danny? On a un rapid fire. Je te donne 2 choix, tu me donnes un nom. Tu me donnes un nom, un des 2 noms. Okay. Oui, exactement. Portugal ou Espagne? Portugal. Voyons donc. Celle-là était facile. Là, je commençais. Vanille ou chocolat? Vanille. Sucré ou salé? Salé. Variable ou fixe? Actuellement variable. 100%. MCAP ou First National? Ah, ça, c'est... Oui, MCAP... Je suis un lifer. Je suis MCAP à vie. En ville ou plus l'urbain? Moi, je suis un gars de ville. Tu es un gars de ville. Toujours été un gars de ville, oui. Latte ou flat white? Macchiato. C'était pas une des réponses. Tu vas te changer de règlement. On va te laisser macchiato. C'était pas le premier? Flat white ou latte? Latte. Okay, ouais, pas dans un bol, par exemple. C'est un peu, c'est un peu louche. Montréal ou Toronto? Montréal, 100%. Vancouver ou Montréal? Montréal, 100%. Montréal all the way. Je me verrais très difficilement vivre ailleurs qu'ici au Québec. Un peu plus pointu. Banque virtuelle, model lender ou traditionnelle? J'ai l'expérience d'avoir travaillé pour les deux et moi, perso, monoline, 100%. Pas juste pour le client, mais aussi en tant qu'employé. Puis, pour le dernier, groupe RLH Planipré ou consortium? Oh! T'es pas obligé de répondre à celle-là. Là-dessus, pour ceux qui ne savaient pas, Consortium, c'est une excellente compagnie, un petit compétiteur. Puis, je voulais stresser. De très bons courtiers aussi. Des très bons courtiers aussi. Ils sont pas trop loin on salue tout le monde de Consortium. Merci, Danny, pour ton temps. C'était vraiment apprécié. It's been great. Puis j'espère te revoir pour saison 2. Saison 2, absolument. Là, c'est mon tour. Oui. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.